D'accord. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Madame Hafida de nous avoir associés en tant qu'Agence nationale des plantes médicinales aromatiques à cette 4e édition du Festival de Safran, sachant qu'on a déjà contribué à la 2e édition du festival, donc par un stand, par des produits de l'agence, déjà dans le temps, en 2023. Alors, je suis contente d'être là. Je suis contente de retrouver des collègues, des amis. Donc, certainement, on va partager un certain nombre de choses, un certain nombre d'informations concernant cette chaîne de valeur, cette filière des plantes médicinales et aromatiques, fort importante au Maroc. Sachant que le Maroc a une réputation, une très bonne réputation en matière des plantes médicinales et aromatiques, avec un focus safran. Alors, le safran n'est pas un produit agricole seulement, d'exception, mais c'est aussi un patrimoine culturel et un savoir-faire. Ça, c'est très important. Nous, les Marocains, on a ce savoir-faire traditionnel. Malheureusement, il n'est pas transcrit. Donc, il est hérité de manière orale. Et ça, on le retrouve dans toutes les régions marocaines. Mais c'est une information qu'on peut corroborer ou qu'on peut confirmer d'une manière quasi systématique dans la plupart des cas. Et je parle en tant que professeur universitaire spécialisé en pharmacologie, donc c'est un peu mon domaine de toujours et de départ et de toujours. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, bon, ça c'est certainement, vous connaissez tous le positionnement du Maroc sur le marché mondial des PAM, donc qui se classe au 12e rang mondial des exportations des plantes aromatiques et médicinales. Nous sommes connus par des plantes phares, le safran. Ça aussi c'est une bonne plante médicinale par laquelle le Maroc est connu, et d'autres plantes comme l'argan, donc le romarin, le thym, la caroube, etc. Et d'ailleurs, l'Agence nationale des plantes médicinales aromatiques elle travaille sur ces espèces-là. Voilà. Donc, le marché de l'Union européenne constitue la principale destination, absorbant environ 60% des exportations marocaines. Donc, on va mettre le focus maintenant sur le safran. Alors, pour le marché global, il est estimé à 602 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre plus de 900 millions de dollars d'ici 2030. Donc, il y a un taux de croissance quand même qui est important, qui est de l'ordre de 7,1 entre 2024 et 2030. Et dans ce marché, il y a une part qui est celle des pétales de safran, donc qui est aussi une grande, on va dire, innovation depuis quelques années. On retrouve ceci dans les projets de recherche aussi au niveau des universités qui travaillent sur les biodéchets du safran dans les pétales. Voilà, donc on a de sortes l'organique et le conventionnel avec les chiffres quand même qui sont importants. Alors au niveau de la culture du safran, le Maroc n'est pas le premier producteur, c'est l'Iran. Donc vous le savez tous que c'est le premier producteur mondial qui dépasse plus de 185 tonnes en 2022, soit 90% de la production mondiale. Et le Maroc, il arrive en 5e position avec une superficie qui a triplé quand même en une dizaine d'années, vers 1800 hectares en 2018. Je n'ai pas de données très actualisées si mes collègues qui vont venir après donc vont peut-être présenter d'autres données plus actualisées en 2024. Selon des rapports, donc on a à peu près 6 tonnes, donc à confirmer, 6 tonnes de production, mais seulement 1 tonne, voire 2 tonnes qui est exportée au niveau du safran. Voilà. Alors tout ça, c'est la matière première. Pour nous, Agence nationale des plantes médicinales aromatiques, c'est une matière première qui est très importante, donc qui doit être homogène, standardisé, bien identifié, etc. Je retrouve ma collègue, la botaniste, qui est là, quelque part, donc de l'Institut scientifique, donc qui est très, très importante. Donc il nous faut absolument, et ça, rien que ça peut dévier toute la démarche de recherche et développement vers une piste qui est complètement erronée. Alors, donc là, je reviens aux dérivés, aux produits de cette matière première, qui est les compléments alimentaires ou d'autres choses. Ça peut être des cosmétiques, ça peut être des ingrédients actifs qui vont aller vers des médicaments, etc. Mais on va parler aujourd'hui des compléments alimentaires à base de plantes. Pourquoi? Vous allez savoir pourquoi. Parce que, en tant qu'Agence nationale des plantes médicinales aromatiques, on a deux
pistes sur lesquelles on travaille, les compléments alimentaires et les cosmétiques à base de plantes médicinales aromatiques. Alors, c'est aussi un grand marché, surtout à base de plantes, parce qu'on retrouve les compléments alimentaires qui sont à base de vitamines et d'autres nutriments, mais à base de plantes au Maroc, on commence à les voir d'une manière réglementaire qu'à partir de 2023, qu'à partir du 14 novembre 2023, puisqu'on a une circulaire qui va dans ce sens-là, on va en parler. Donc, c'est un grand marché, d'où les industriels qui sont avec nous aussi vont vers ce gros marché qui en essor depuis la Covid-19. Depuis la Covid-19, on a instauré une mentalité de compléments alimentaires et là, on se retrouve, et d'ailleurs, il y a beaucoup de thèses qui se font dans les universités qui développent ce côté de perception de la consommation des compléments alimentaires. Alors, comment on perçoit le complément alimentaire? Quelles sont les personnes qui prennent les compléments alimentaires? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont toutes les tranches d'âge, etc.? Donc, il y a pas mal de travaux quand même qui ont été faits sur cette perception de compléments alimentaires et surtout à base de plantes. Donc, on retrouve dans ce marché donc le curcuma et surtout des plantes qui ne sont pas originaires du Maroc. Donc, curcuma, toutes les graines confondues, le gingembre, l'échinacée, le lin, les graines de lin, etc. Alors, pour le safran, donc je reviens chaque fois sur le safran. Donc, ce qu'on retrouve de manière très schématique, on retrouve des extraits seuls. Donc de safran, ça peut être des poudres de stigmates, comme ça peut être des extraits standardisés de safran, ça peut être des capsules, etc. Et on retrouve aussi le safran avec d'autres plantes, des mélanges avec d'autres plantes, ça peut être ou des minéraux, des vitamines, etc. Et pour le dosage et la standardisation, donc c'est clair, c'est plus ou moins clair d'après toute la bibliographie qui a été faite. Donc il faut aller vers les faibles doses à ne pas dépasser entre 20 à 60 mg. Donc c'est la dose, on va dire, médicinale ou thérapeutique. Là, j'ai mis les principales entités productrices du safran au Maroc. Excusez-moi si j'ai oublié des associations. Donc il y a certainement des associations. Et donc, Irzafran, qui est là, et d'autres associations qui sont avec nous. Mais il y a une fédération donc interprofessionnelle au Maroc, donc sur la filière du safran, et des coopératives et des entreprises qui travaillent sur le safran. Donc, le safran, c'est une plante qui a sa notoriété, qui a sa réputation, qui a son AOP. Donc, c'est une plante confirmée, pour moi. D'accord? Donc, c'est comme l'argan. Donc, quand on parle du Maroc, on parle du safran et de l'argan. Quant à la réglementation de ces compléments alimentaires, c'est une slide qui devrait être après le marché des compléments alimentaires. On a deux types. On a une circulaire donc qui avant cette circulaire de 834 du 14 novembre 2023, dans laquelle la rubrique compléments alimentaires à base de plantes est apparue. Est apparu avec des instructions qui sont claires et des directives qui sont claires qu'il faut suivre à la lettre pour pouvoir enregistrer son complément alimentaire et pour encourager surtout à avoir des compléments alimentaires marocains. Voilà, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, même s'il y a quelques tentatives, quelques produits d'origine marocaine, mais il faut donc encourager davantage et développer davantage ce secteur. Voilà, donc de manière générale, je ne vais pas trop détailler parce que je sais qu'il y a une conférence derrière sur les applications nutraceutiques du safran et avec toute l'étude préclinique, etc. Donc c'est important. Alors ça regroupe un certain nombre d'applications, le safran, et surtout le système nerveux central. Donc, d'ailleurs, j'ai un livre là-dessus qui a été publié en 2015 sur la dépression et l'anxiété et les produits du safran. Donc, ça peut aller entre la dépression et l'anxiété, les insomnies, les ADHD, la fameux dysfonctionnement ADHD. Qui demande juste à être diagnostiqué, parce qu'on est tous ADHD, mais bon, il y a les ADHD qui est apparu, il y a les scléroses multiples, etc. Donc, tout ça, ce sont des applications du safran. Voilà, donc là j'ai mis exprès cette diapositive juste pour rappeler que parmi les limites justement des produits à base de plantes, c'est la biodisponibilité et ça c'est une limite et une contrainte qu'on a nous chercheurs vis-à-vis de ces dérivés-là parce que les plantes, leur faiblesse c'est la biodisponibilité. Quand on parle d'efficacité, il nous faut une bonne biodisponibilité. Alors pour le safran,
Donc, il y a la quercétine, la fameuse, fameux principe actif, qui est très biodisponible. Et ça, c'est très important. Quand on dit une bonne biodisponibilité, veut dire automatiquement une bonne efficacité. Mais dans des cas où il y a un surdosage, ça peut aller vers une toxicité ou vers des effets secondaires. Donc, pour ça, qu'il y a plusieurs pistes de remédiation par rapport à ça. On peut avoir la nanotechnologie qui va intervenir. On peut aller vers des extractions un peu spécifiques, etc. Donc, il y a beaucoup de pistes beaucoup de pistes qu'on peut emprunter pour justement remédier à cette faible biodisponibilité. Voilà. Alors, les compléments alimentaires à base de plantes, pour un citoyen normal, c'est safe. C'est très safe et c'est efficace. Pour un spécialiste, c'est pas aussi safe que ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, et je vais commencer par les avantages d'abord. Donc, le complément alimentaire, on peut l'avoir sans forcément passer par une prescription médicale. Donc, on peut l'avoir parce que c'est une approche naturelle de bien-être, etc. Donc, on peut l'acheter chez le pharmacien, chez le parapharmacie, etc. C'est riche en bioactifs, ça reste toujours naturel, c'est riche en bioactifs, c'est efficace. D'accord, démontré par certaines indications. Donc, c'est utilisé pour l'acide folique, par exemple, il est utilisé même chez la femme enceinte. On peut avoir des probiotiques, millepertuis pour l'humeur et pour la dépression, l'échinacée pour tout ce qui est grippal. Donc, et on peut prévenir des carences et le bien-être. Donc, c'est un complément alimentaire qui vient compléter un manque, quoique cette définition pour moi n'est pas vraiment exacte. C'est carrément un ensemble de molécules qu'on prend. Donc, c'est pas forcément pour compléter un régime alimentaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment c'est un produit en bon uniforme. Alors, c'est accessible, c'est autonome. Donc, le consommateur, il peut prendre le complément alimentaire à n'importe quel moment. Alors, les limites et risques, il faut faire attention. Alors, on peut pas prendre le complément alimentaire comme ça. Il faut justement on va dire un conseil d'un professionnel, parce que dans certains cas, on peut faire des surdosages, comme on peut avoir des effets secondaires qui peuvent apparaître, comme les allergies, les toxicités hépatiques. Alors, quand on parle de plantes, on parle généralement, quand il y a un autre traitement ou sans autre traitement, on peut avoir des interactions. Alors, ces interactions peuvent toucher le foie, comme ils peuvent toucher les reins, comme ils peuvent toucher la peau, etc. Donc tout ça, et c'est élucidé. C'est des choses qui ont été vérifiées scientifiquement pour un certain nombre de compléments alimentaires peuvent avoir des interactions qui sont complètement valides, comme le millepertuis par exemple, ou qui peut réduire l'efficacité de certains médicaments comme les contraceptifs ou les anticoagulants. Le ginseng aussi, qui a un effet stimulant adaptogène, peut interagir avec les médicaments. Ginkgo biloba, qui est une plante qui est très utilisée dans tout ce qui est cognition, etc., mémoire et circulation sanguine, peut aussi amplifier un certain nombre d'effets comme les anticoagulants. Il leur diminue leur efficacité. Donc, vous imaginez un peu l'impact. L'impact quand on prend des compléments alimentaires avec les médicaments. Donc, pour le safran, donc il y a un usage culinaire et un usage médicinal. Quand on prend quand on prépare nos plats marocains, donc on n'en met pas beaucoup de stigmates et beaucoup de filaments. C'est vraiment 1-2 filaments, pas plus. Et ça, c'est aussi un dosage. C'est une sorte de dosage et c'est une sorte de posologie, même sur le plan culinaire. Pour l'usage médicinal et complément alimentaire, donc l'extrait ne doit pas dépasser, il doit être normalisé d'abord. Donc normalisé, donc on doit savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre extrait, et c'est en milligrammes. Donc il faut pas dépasser les 20 à 60 milligrammes par jour. On peut, avec ça, avoir des effets secondaires de safran si on va dans la durée, qui sont cumulatifs, les troubles digestifs, des somnolences, des bouffées de chaleur, etc. Voilà. Donc là, c'est juste pour mettre un peu la lumière sur le complément alimentaire et n'est pas si safe et sécuritaire que ça. Voilà, donc j'ai déjà parlé. Alors, pour les interactions des compléments alimentaires à base de safran et médicaments, donc le safran peut avoir un effet hypoglycémiant. Voilà. Donc, il y a donc un risque aussi, si on rajoute notre safran, par exemple, avec un antidiabétique, on peut avoir une hypoglycémie, et ça, c'est très mortel pour un diabétique. Le safran peut avoir aussi un effet hypotenseur.
Donc la question des doses, la question des posologies, et revient à chaque fois. Comme le safran, parce que le safran est utilisé dans le système nerveux central, s'il est cumulé avec les antidépresseurs et surtout de type inhibiteur de la recapture de la sérotonine, ils peuvent aller vers un syndrome sérotoninergique. Et le syndrome sérotoninergique pour les médecins, ou les pharmaciens, c'est les tremblements, des hallucinations, l'anxiété, agitation, etc. Donc voilà. Voilà, c'est juste un survol sur ce qui se passe de manière générale pour ouvrir un peu le bal, comme on dit, pour d'autres discussions concernant la plante du safran et les plantes de manière générale et les compléments alimentaires. Alors, donc pour l'agence maintenant, donc pour l'Agence nationale des plantes, je suis là en tant que directrice de cette agence, donc je vais vous la présenter. Donc l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques, comme son nom l'indique, c'est une agence spécialisée dans la transformation des plantes médicinales aromatiques et apporter de la valeur ajoutée via des activités de recherche et développement. Voilà, notre mission principale, c'est de promouvoir la recherche et développement dans le domaine des plantes médicinales, coordonner les projets de recherche et développement, d'ailleurs on les coordonne en collaboration avec le CNRST et avec les universités marocaines, et on coordonne d'autres projets R&D avec l'UM6P dans le secteur des PAM. Bien sûr, le partenariat nationaux et internationaux, c'est primordial pour justement développer des projets de recherche innovants de haute qualité, toujours en matière des plantes médicinales aromatiques. La vision, c'est de positionner cette Agence nationale des plantes médicinales aromatiques comme un acteur clé dans la R&D des PAM, sachant qu'elle existe, cette agence a existé depuis 2003 sous une autre casquette. Et d'ailleurs, nous avons avec nous le directeur de cette institution qui était l'Institut national des plantes médicinales aromatiques. Donc, qui a été converti en 2015 en Agence nationale des plantes pour avoir cette autonomie financière et administrative et hausser le niveau, si on peut le dire, pour justement accélérer la dynamique des plantes médicinales aromatiques. J'espère que ça va s'accélérer d'ici quelques années, sous la tutelle de l'enseignement supérieur ou sous la tutelle d'un autre ministère. Mais la vision, c'est de remettre cette agence comme acteur clé, comme guichet unique marocain, sachant qu'on a fait un benchmark international. L'Agence nationale des plantes médicinales aromatiques au Maroc est la seule entité publique à faire ce genre de travail, c'est-à-dire à assurer cette mission de recherche et développement dans les plantes médicinales. Alors, notre focus, c'est sur les compléments alimentaires, les cosmétiques naturels, et en troisième lieu, produits phytosanitaires. Pour le moment, on est sur les deux premiers. Voilà. Et aussi, nous travaillons aussi, j'ai oublié de le dire, sur des projets de développement des régions du Maroc. Et nous avons commencé par la région Souss-Massa et surtout par la province de Tata. Donc, l'ambition, c'est de travailler sur des régions différentes. On est sur 12 régions au Maroc. On a commencé avec la province de Tata. Et nous avons fait un très bon travail en collaboration justement avec le professeur Khenchoufi et toute l'équipe de la MPMA pour élaborer un référentiel de cette province sur les principales plantes de cette province, justement dans le but de développer cette région et de développer justement les coopératives de cette région qui travaillent, qui font du très bon travail, même s'ils ne sont pas très encadrés sur le plan, on va dire, recherche, certification, etc. Mais c'est du très bon travail, c'est du très bon produit qu'on a décelé sur place. Donc, il leur faut un encadrement scientifique, une validation scientifique. Voilà. Donc, un catalogue sur les monographies. Donc, nous avons fait un catalogue d'à peu près 39 ou 40 plantes médicinales, des monographies toutes complètes, toutes entières, selon les directives de la pharmacopée européenne. Donc, ils ont un très beau travail au niveau de la province de Tata. Donc, nous allons, Inch'Allah, continuer pour les autres régions. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de cette agence? C'est une agence qui est construite sur un terrain de 8 hectares, donc 7 hectares de jardin entièrement biologique, certifié biologique, et une bâtisse d'à peu près 3500 mètres carrés. Dans cette bâtisse, on a deux grands espaces.
tu viens donc pour la vidéo, deux grands espaces, l'espace des plateformes technologiques mutualisées et un autre espace de la production pilote. Donc pour ne pas être pour ne pas dire industriel, parce qu'on n'est pas encore une industrie, peut-être un jour on sera une industrie. Mais pour le moment, donc voilà comment ça se présente l'agence pour les gens qui l'ont jamais visité. Donc c'est une belle bâtisse qui a été modernisée, on l'a modernisée depuis 2 ans. On travaille sur 7 espèces. Alors, je vais juste baisser un tout petit peu le son. On travaille sur 7 espèces. Et d'ailleurs, le jardin a été labellisé jardin AMPMA des 7 sens. Donc, les 7 espèces qui sont exportées, principalement exportées. Donc, nous travaillons selon un processus qui respecte les certifications de qualité, parce qu'on est en cours de certifier cette agence en qualité. Alors, les 3 ISO 9001 pour le management de qualité de tout l'établissement, et ISO 22716 pour les cosmétiques, et ISO 22000 pour les denrées alimentaires. Donc, nous sommes en cours, on est en plein chantier. Nous avons des plateformes technologiques mutualisées. Ce sont des laboratoires qui sont rassemblés de la matière première, extraction, compléments alimentaires et contrôle qualité et safety. Donc, on a équipé en 2024 un certain nombre quand même de laboratoires. On a une GCMS, on a une HPLC FID, on a des unités d'extraction de capacité pilote de 50 litres. On a même des mélangeurs de crème qu'on vient d'avoir d'une capacité quand même industrielle de 150 litres. 150 litres, et on a un certain nombre d'équipements pour tout ce qui est extraction verte, et surtout les ultrasonicateurs, donc des ultrasonicateurs d'une capacité pilote qui est assez intéressante. Donc ça c'est les équipements. Ça, c'est l'infrastructure, et nous avons une belle équipe qui est très jeune, qui travaille, voilà, qui se forme. Voilà, on est vraiment en train de se former et de mettre les démarches qu'il faut. Alors, pour la première fois, l'Agence nationale des plantes médicinales aromatiques, à ma connaissance, un établissement public au Maroc a été autorisé en ça pour ses produits. Donc, nous sommes autorisés en ça pour commencer déjà et aller vers les autres certifications, dans le but justement de vendre nos produits qui émane de l'activité de recherche et développement, sachant que notre but ultime n'est pas de vendre et de gagner de l'argent, mais surtout de hausser le niveau et la qualité du produit du Maroc à base de plantes. Voilà. Donc, je vais aller à ma présentation. Donc, voilà comment vous avez vu dans la vidéo le hall technologique. Donc, comme je vous avais dit, pour les certifications ISO et pour tout l'accompagnement, donc nous avons un hall technologique qui est de à peu près 900 mètres carrés. Dans ce 900 mètres carrés, se sont organisés en unités de fabrication. Donc, notre dossier AMPMA est déposé à l'agence du médicament pour justement enregistrer notre unité de fabrication des cosmétiques, et nous sommes en train de déposer 2 compléments alimentaires avec tout le dossier au niveau de l'agence du médicament. Et nous sommes aussi en collaboration, parce que quand on fait un complément alimentaire, on n'est pas forcément obligé d'avoir des essais cliniques. Donc, mais pour renforcer notre dossier, pour aller vers une efficacité, parce que le plus important dans un complément alimentaire, c'est la sécurité et l'efficacité. Bon, on sait très bien que les pharmaciens le sachent, que complément alimentaire en termes d'efficacité, c'est pas tout le temps efficace. Donc, on est en collaboration avec la faculté de médecine pour commencer, pour justement valider nos compléments alimentaires qui sont dans la sphère digestive. Voilà. Alors, donc, quand on parle d'une chaîne de valeur des PAM, parce que c'est ça en fait l'état d'esprit de la présentation, il faut une ressource qui doit être standardisée, bien identifiée, avoir une monographie, il faut suivre tout ce qu'on a. Malheureusement, on n'a pas encore de pharmacopée marocaine officielle, mais justement, cette agence devrait jouer ce rôle, mais il lui faut du temps. Donc, une pharmacopée, on suit la pharmacopée européenne. Donc, on n'est pas obligé de la suivre quelque part. On peut suivre d'autres pharmacopées, mais on suit la pharmacopée européenne. Et dans cette pharmacopée, il faut une monographie
des plantes, monographie de la poudre, monographie de l'extrait, monographie de l'huile essentielle. Donc l'agence est en train d'établir des bases de données de monographie, au moins de notre jardin botanique, de notre jardin expérimental, et aussi de nos collaborations avec les industriels, à la base de nos collaborations avec les industriels. Donc on est en train d'élaborer des monographies, on va les voir ensemble. Donc il faut tout ça pour assurer la traçabilité, et pour la qualité, on ne peut pas s'en empêcher de faire il faut installer toutes les certifications. Alors, pour faire tout ça, l'agence toute seule ne peut pas faire ce travail, donc il doit collaborer avec les coopératives sérieuses qui travaillent sur on va dire des matières premières sérieuses, donc cultivées de préférence. Non pas de préférence, nécessairement elles doivent être cultivées, parce que le spontané ne peut pas continuer. La collecte du spontané, la collecte du sauvage. Premièrement, Monsieur Zahiri, Dr Zahiri va parler de ça certainement, de ce point. Je sais pas si tu vas en parler ou pas, mais du côté sauvage et cultivé, parce que le sauvage il représente quand même 98% de nos plantes, mais il faut aller vers le cultivé, parce que sur le cultivé, on a une pérennité et une durabilité, et aussi une standardisation. Donc, et d'ailleurs, dans le congrès qu'on a fait la dernière fois organisé par l'agence, on avait invité toutes les coopératives la principale coopérative qui souhaite y intervenir, qui travaille sur les plantes médicinales. On avait soulevé un problème, une contrainte qui est majeure, qui est celle de la polyvalence. Chaque coopérative veut être polyvalente dans le domaine des plantes médicinales aromatiques, chose qui n'est pas très saine et qui n'est pas très saine, voilà, c'est le mot, parce que les coopératives doivent se spécialiser. En tant qu'entité publique, pour moi, je préfère aller vers une association, une coopérative qui est spécialisée et prendre la matière première chez cette coopérative-là. Je ferai beaucoup plus confiance à cette coopérative parce qu'elle a son recul sur la matière. Alors que les coopératives qui sont spécialisées dans tout, ils ne maîtrisent pas tout automatiquement. Et d'ailleurs, pour la biomasse, on a un gros problème parce que c'est vrai qu'au niveau de l'agence, on ne peut pas avoir toutes les biomasses qu'on a. On a 8 hectares, on a 7 hectares. 7 hectares, c'est pas suffisant pour pouvoir développer, par exemple, un kilo d'un extrait, etc. Donc, on est obligé d'aller vers des coopératives qui font ça. Donc, alors, deuxième contrainte qui arrive, c'est le mélange d'espèces, parce qu'ils collectent à gauche à droite, ils peuvent mélanger, etc. Donc, on est obligé de passer sur un lot, parce qu'on parle d'un lot, on parle plus d'un laboratoire, d'une espèce, une plante, on parle d'un lot, et dans ce lot, est-ce que ce lot est homogène ou hétérogène, etc. Tout ça, c'est des contraintes. Donc, on a élaboré un certain nombre de recommandations qu'on avait dispatchées au niveau du Maroc. Voilà. Après, il y a la transformation et la valeur ajoutée. Ça, c'est important. Donc, quand on dit de la valeur ajoutée, on n'insinue pas par là une complexité extrême du processus, mais on peut tout à fait faire de l'innovation avec la simplicité. Moi, en tout cas, ce que j'essaie de faire au niveau de l'agence, c'est d'aller vers des choses très simples, qui peuvent être des formulations, qui n'existent pas, qui ont un recul scientifique validé. Et ce recul scientifique validé, bien sûr, il est basé sur nos activités de recherche, nos étudiants, etc., nos collaborations, etc. Et sur la base de ça, bien sûr, on sélectionne une indication, une allégation thérapeutique pour rester dans le complément alimentaire. Et après, la paire de manches, c'est le marché. Bien sûr, le marché, il faut le viser dès le départ. Soit ça peut se passer via un contrat, comme ça peut être une prestation, etc. Soit, comme j'ai dit, un marché national, c'est déjà suffisant pour nous. Rien que d'avoir des produits de l'agence, des produits de bonne qualité, on aura une compétitivité après derrière. Donc ça aussi, c'est une incitation à la compétitivité. Voilà. Donc, j'ai déjà parlé donc de la ressource végétale. Donc, on peut composer et formuler. Il faut penser aux procédés technologiques. Ça, c'est important aussi. Est-ce que ça va être une extraction optimisée ou ça va être une extraction simple ou ça va être un fractionnement, une association de molécules ou l'usage, la prévention. Est-ce qu'on est dans la prévention ou dans l'indication? Il faut tout ça, toutes ces questions, il faut le poser avant de commencer son processus innovateur. Voilà.
Donc voilà, donc c'est juste des photos pour vous montrer un peu ce qu'on a au niveau de l'agence. Donc bien sûr, on a des serres, une serre de 120 mètres carrés et deux autres serres de 900 mètres carrés, donc sur lesquelles donc on multiplie nos plantes sur lesquelles on travaille. On a aussi une unité de distillation des huiles essentielles et des hydrolats, donc on a un stock d'huiles essentielles et d'hydrolats qui est quand même très important. Donc on est aussi des prestataires de services, donc on vend nos produits. Et voilà, ça c'est juste l'unité de fabrication des cosmétiques, donc on a installé tout récemment, le mois dernier, je pense. On a aussi une salle de culture cellulaire, ça aussi c'est très important, parce qu'au niveau du Maroc, je pense qu'on a 2-3 salles de culture cellulaire, 2-3 salles de culture cellulaire qui sont fonctionnelles. Donc on est en train d'installer cette salle pour justement partir de, ça aussi c'est le processus de recherche et développement, partir de l'in silico dans un premier temps à l'in vitro, pour justement, avant d'arriver à la préclinique qu'on fait, cette salle est très importante et d'ailleurs on est en train de l'installer, on l'a pas encore. Voilà. Toutes les appareils d'extraction. On a aussi un laboratoire de contrôle qualité qui a été instauré selon l'ISO 17025, donc il est en cours aussi. Il n'est pas encore finalisé. Donc, on a toute et d'ailleurs, on contrôle nos produits et les produits qui nous arrivent aussi de l'extérieur et on excelle plus, parce que je préfère dire les choses sur lesquelles on excelle et d'autres moins, sur tout ce qui est contrôle qualité des huiles essentielles et des hydrolats. Donc, dans un premier temps, pas encore les extraits. Donc, le personnel est en train d'être formé dans ce sens-là. Voilà. Donc, on vient d'avoir une GCMS. Donc, il va être installé incessamment. Donc, il est installé, il va être, c'est-à-dire opérationnel incessamment. Voilà, alors pour les étapes du dossier d'enregistrement d'élaboration du complément alimentaire, juste pour vous montrer un peu notre expérience, donc c'est nos produits, nos gélules, etc. Donc vous avez deux fiches, une fiche signalétique, une fiche d'enregistrement. Donc il y a un certain nombre de points à respecter et auxquels il faut répondre. Là, les fiches signalétiques qui sont la composition intégrale de votre produit, donc la composition, qu'est-ce qu'il y a dedans dans votre produit, bulletin d'analyse microbiologique, toxicologique, les monographies dont on a parlé tout à l'heure, donc il faut absolument faire les monographies pour pouvoir les utiliser en complément alimentaire, un rapport d'étude de stabilité du produit. Alors pour le premier, le point 15, le point 6 et 7, qui sont tout ce qui concerne la sécurité du produit, ce sont des analyses qui doivent être faites à l'extérieur de votre coopérative, entreprise ou agence pour qu'ils soient bien sûr crédibilisés et accrédités. Voilà, donc les pièces à joindre, c'est les monographies des plantes, les monographies de tout ce que vous mettez dans votre gélule. Si vous mettez de l'amidon, il faut une monographie d'amidon, donc il faut tout ça. Voilà, composition intégrale, donc par exemple dans notre cas, nous, qu'est-ce qu'on a mis dans notre produit? On a mis des extraits, on n'a pas mis de poudre, donc on a mis des extraits hydroalcooliques, à quel pourcentage, etc. Donc il faut mettre tout dedans. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des monographies qu'on a installées. Donc, on a élaboré pas mal de bases de données dans les monographies. On a avancé dans les monographies des plantes, monographies des poudres. Et ça prend beaucoup de temps. C'est toute une équipe qui travaille sur chaque clause, monographie des huiles essentielles et monographie des extraits. Alors, à titre d'exemple, par exemple, pour les monographies des poudres, donc il faut faire une identification botanique, il faut faire une microscopie optique, une observation microscopique, et il faut faire des tests chimiques qualitatifs, des CCM, TLC, des analyses organoleptiques et un profil chromatographique. Tout ça dans une seule espèce, dans une seule poudre d'espèce. Voilà. Voilà, ça c'est juste un exemple d'observation microscopique et de l'espèce sur laquelle on travaille. On a commencé aussi à élaborer une chimiothèque locale de l'agence, de nos huiles essentielles et de nos extraits. Alors, on est plus en avance sur les huiles essentielles. Donc, voilà un exemple de ce qu'on a mis, quoique c'est pas très clair, mais on est sur nos plantes, les plantes de l'agence, et on s'est rendu compte, sachant que j'étais dans cette agence depuis 2003, je ne savais pas que notre romarin officinal n'avait pas de 1,8-cignol. Où il y avait très peu d'amidicignol. Donc là, on a plus d'alpha-pinène sur toute l'année. Donc on a fait un balayage sur toute l'année, depuis octobre jusqu'à novembre de l'année d'après. On recherchait
Donc, il n'y avait pas, mais il y avait très peu par rapport à alpha-pinène. Donc, notre romarin qui est cultivé n'est pas un romarin 1,8 signol, n'est pas clémotypé 1,8 signol, mais plus alpha-pinène. Donc, j'étais un peu... Je me suis dit, comment ça se fait que le romarin là, sachant qu'il a été cultivé, il a été par un pépinériste au départ, c'est l'islam réchauffé, par un pépinériste au départ qui a cultivé ce romarin, donc on ne sait pas trop d'où il vient. Donc on a comparé avec d'autres romarins du Maroc et on a retrouvé des pourcentages de 1,8 signol peuvent aller jusqu'à, je pense, on a un 56% de 1,8 signol. Ça peut aller de 40 jusqu'à 56, avec très peu d'alpha-pinène. Par contre, nous, on a un romarin d'alpha-pinène qui est très intéressant. Donc, c'est un bronchodilatateur aussi qui est intéressant. Donc voilà, en plus il est très utilisé aussi dans nos hydrolats capillaires, sérum, etc. Ça aussi c'est très intéressant. C'est-à-dire c'est pas un romarin à jeter, au contraire, c'est à valoriser mais dans d'autres aspects. Voilà. Donc les analyses toxicologiques, etc. Donc ils sont en cours pour justement déposer nos produits. Alors j'essaye de faire passer comme message qu'un complément alimentaire n'est pas seulement une formulation. D'accord? Donc, vous pouvez formuler à partir d'un rapport bibliographique, rien ne vous empêche. La réglementation, en tout cas, vous autorise à le faire selon la bibliographie. Mais nous, ce qu'on recherche, c'est un complément alimentaire efficace. D'accord? Pour qu'il soit efficace, il doit être validé scientifiquement. Donc, on est en train de développer toute la préclinique avec ce qu'on a au niveau de l'agence. Donc là, c'est un complément alimentaire qui va dans le digestif. C'est une thèse qui a été soutenue dans ce sens-là. Je passe sur les autorisations ONSA, les ISO 9001. On est à moitié chemin dans toutes les certifications ISO. Donc 9001, 22716 et 22000. Il nous reste juste celle de l'environnement ISO 14001, il me semble. Voilà, ça c'est juste toutes les démarches parce qu'on est accompagné par un bureau d'études pour justement faire toutes ces certifications. Donc le hall technologique est complètement chamboulé. Donc voilà, un exemple de nos produits qui ont été présentés au SIAM. Donc surtout, si on peut le dire, là, c'est des ingrédients actifs. Donc là, on a des sérums, des hydrolats, surtout pour le capillaire. Voilà, donc une plante fraîche. On vend aussi des plantes fraîches et des plantes sèches. Donc on sèche dans des conditions adaptées, etc. pour garder justement la plante verte sans oxydation. Voilà, les huiles végétales. Alors, la session de formation cosmétique qui a été assurée par M. Flem Zeri, donc dans le cadre en parallèle au congrès qui a été organisé en mai 2025 et sur les formulations justement cosmétiques. Voilà, et d'ailleurs, le personnel de l'AMPMA a justement bénéficié de cette formation et c'est très intéressant justement pour découvrir tout cet aspect de formulation cosmétique. Alors, nos ateliers, nos collaborations, nos partenariats, nous avons un certain nombre de partenariats et nous sommes aussi, en tant qu'Agence nationale des plantes médicinales aromatiques, coordinateurs et secrétaires de la Fédération arabe des plantes médicinales et aromatiques et nous avons déjà commencé des bases de données arabes. Par exemple, nous avons une idée sur ce qui se passe au Koweït, en Tunisie, etc. en termes de plantes médicinales aromatiques et leur monographie. Donc, nous avons commencé le travail avec eux. Voilà, nous avons aussi un contrat qui est très intéressant avec une société qui travaille sur le secteur oléicole et qui veut balancer justement vers les compléments alimentaires, c'est un marché prometteur et aujourd'hui même, donc je vais revenir à Fès. Nous avons une réunion avec des Américains dans ce sens-là pour développer, pour discuter le process avec la fac de médecine, de Fès, le processus de développement de ces 4 produits. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Ça, c'est notre congrès donc, qui a été organisé en mai, qui a quand même beaucoup d'écho et beaucoup d'impact. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Madame Leila Boussa. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques. Merci beaucoup pour cet exposé.